Il existe bien évidemment de nombreux bénéfices à parler plusieurs langues. Je dirais même plus à maîtriser plusieurs langues. C'est le sujet de cet audio-là. Dans cette vidéo, dans cet audio ou dans ce podcast, je vais exposer donc mon expérience personnelle, les expériences d'autrui avec lesquelles j'ai été en contact, mais aussi je vais appuyer tout ça par des recherches sur le sujet. Donc des recherches plutôt liées à la linguistique et aux neurosciences. Alors bonjour à tous, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel audio, dans ce nouveau podcast. Ici, je vais pas mal parler de mon expérience personnelle, comme souvent d'ailleurs, puisque j'appuie toutes les connaissances acquises par l'expérience personnelle, mais surtout par l'apprentissage de ces expériences-là, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des expériences, il faut savoir en retirer des bénéfices utiles pour soi, et donc à transmettre, et donc aussi à transmettre. En ce qui me concerne, j'ai toujours adoré les langues, en général. Donc, pour moi, l'apprentissage de langue n'a pas été quelque chose de contraignant, ou alors d'une obligation, par exemple, professionnelle ou sociétale. Oui, de toute façon, aujourd'hui, pour s'en sortir dans la vie, l'anglais est incontournable. Pour ma part, heureusement que je ne raisonnais pas comme ça. Heureusement que j'aimais déjà, par exemple, l'anglais. Donc, son apprentissage n'a pas été suite à une contrainte ou alors à une forme d'opportunisme. Ça a été tout simplement l'amour de cette langue-là. Il faut savoir que je pars d'un bagage peut-être assez particulier dans lequel certains pourraient se reconnaître. C'est une forme de polyglottisme ou je dirais d'abord bilinguisme familial. Donc j'ai été très jeune, j'ai baigné très jeune dans une famille bilingue, ou pour certaines même polyglottes, puisqu'il s'agissait d'une famille algérienne, et comme beaucoup de familles, on va dire, issues du colonialisme, après en fonction du milieu social, certains vont développer l'apprentissage de la langue, de plusieurs langues ou non, en fonction du milieu dans lequel on vient. Mais pour ma part, nous maîtrisions donc le français, l'arabe, et je vivais en Kabylie, donc où la langue kabyle est parlée. Donc disons une forme de berbère. Donc il était très 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 commun chez nous de maîtriser parfaitement les trois langues, qui sont très distinctes les unes des autres. Et ça c'est important. C'est important parce que du coup, ça privilégie une autre forme de maîtrise et d'adaptabilité. Par exemple, pourquoi je dis ça, c'est si par exemple on maîtrise, je sais pas moi, l'anglais, l'espagnol, le portugais, l'italien, et même le français, bon, on va dire que ce sont des langues plutôt similaires. On pourrait deviner. Donc l'apprentissage n'est pas le même. Donc les conséquences de l'apprentissage ne seront pas les mêmes. Alors que lorsque vous maîtrisez plusieurs langues, mais très très différentes, exemple le chinois, le russe, et puis qu'est-ce que je pourrais prendre, le français. Voilà, c'est quand même des langues très différentes et leur apprentissage requiert d'autres formes, disons, d'adaptabilité cérébrale. Je vais m'expliquer tout au long de cet épisode-là. Donc voilà, je viens quand même d'une famille ou d'un environnement assez particulier, puisqu'on considérait comme très normal des personnes qui maîtrisaient parfaitement, et je dis bien parfaitement, les trois langues. Premièrement, le français, en fonction donc de notre rapport à la langue, étant donné que à mon époque, on était encore proche de l'indépendance française, et donc les générations
de nos parents qui ont côtoyé l'Algérie française et qui ont bénéficié de l'éducation française sont toujours vivants. Et donc c'est eux qui ont inculqué à leurs enfants, qui ont transmis à leurs enfants cet apprentissage-là. Donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment en fonction du milieu dans lequel on venait. Tout le monde n'avait pas la possibilité, tout le monde n'a pas eu la possibilité de côtoyer le système français et donc de pouvoir maîtriser les codes linguistiques et autres, culturels, mais surtout linguistiques, du français. Ça a été mon cas dans la famille, dans cette famille-là. Donc, on maîtrisait et on aimait aussi. Enfin, il y a aussi ce respect et cet amour de cette langue-là qui joue aussi. Le français, l'arabe, notre génération, génération 80, a connu l'arabe à l'école. Donc, le côté arabophone, c'est beaucoup plus répandu après l'indépendance. Donc, on maîtrisait l'arabe parlé, donc le dialecte, mais aussi, ce qui est très important, l'arabe littéraire. Donc, avec tout l'apprentissage grammatical et ainsi de suite de l'arabe. Et puis, le berbère, donc le kabyle, qui est plus, en tout cas à mon époque, qui était plus une transmission culturelle, donc de la famille, qui impliquait aussi une certaine vision du monde et une certaine adaptabilité. Aujourd'hui, ça a un peu plus changé au niveau politique, puisque je crois que le berbère, le kabyle, est aussi enseigné à l'école, en tout cas en Kabylie, c'est sûr, mais après, je ne sais pas si cette politique-là s'est étendue à l'ensemble du territoire. Donc voilà, aujourd'hui, je pars de ce contexte-là, qui est quand même important, dans un contexte polyglotte familial. À côté de ça, j'adorais aussi les langues en général, mais à l'époque, je ne le savais pas, puisque je n'avais pas forcément accès à l'apprentissage d'autres langues. Mais c'est une fois arrivée à l'école, donc disons plutôt fin primaire, collège, c'est sûr, que j'ai découvert l'anglais. Première chose, c'est la découverte de l'anglais. Alors, avant cette découverte, avant de vous parler de cette découverte, un de mes rêves, un de mes projets, c'était lorsque j'étais au primaire. Vous savez, c'est l'époque où certains vont dire « je veux être pompier, je veux être maîtresse, je veux être docteur, je veux être ceci et cela ». Personnellement, je n'avais pas du tout un métier en tête, ni une profession en tête. Je ne disais pas non plus des choses très élevées comme Einstein qui disait « je vais être heureux, je vais être moi-même » et ainsi de suite. Non, moi j'avais comme cette vision d'apprendre, ça c'est sûr, mais je voulais aller dans tous les pays du monde et apprendre toutes les langues. Donc je calculais donc le nombre de pays, on avait un dictionnaire avec la carte du monde. Je me souviens que je devais calculer tout le nombre de pays. Je devais connaître la langue parlée dans ce pays-là, la répertorier, et puis en fonction du nombre de pays et des langues parlées, je planifiais mes voyages en disant par exemple, je vais passer 1 an à tel endroit, 1 an à tel endroit, et ainsi de suite, en travaillant à tel endroit et en même temps en apprenant cette langue-là. Et je me souviens très très bien de cette planification que je prenais vraiment au sérieux parce que c'était tout simplement ce que je voulais faire. Est-ce que j'ai réussi ? Telle est la question. Pour l'instant, c'est pas le sujet du podcast. Je vais continuer parce que c'est après que ça deviendra intéressant. Mais là, je devais vous parler plus de cela, du contexte de départ
Donc je suis obligée de parler un peu de choses personnelles pour que vous puissiez soit vous reconnaître ou soit prendre en considération ce contexte de départ qui est important et qui va donc nourrir quelque part les conséquences, l'expérience et les apprentissages. Donc je vais développer brièvement 5 grands points de ce que j'ai pu retenir de l'apprentissage des langues. Le premier point, c'est que les langues en général, je les considère comme un voyage intellectuel, linguistique, historique. Et ça, je m'en suis rendu compte grâce à la découverte de l'anglais et du latin, juste après. Ça a été environ la même période. Alors, je parle bien de l'apprentissage, parce qu'il y a la phase donc, du développement de l'enfant d'absorption. On ne peut pas parler réellement d'apprentissage. Donc, en général, avant 7 ans, l'enfant n'apprend pas, il absorbe. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais c'est en quelque sorte l'apprentissage en soi peut requérir un effort. Par exemple, si vous apprenez une nouvelle langue ou une nouvelle compétence à un certain âge, cela va requérir des efforts, d'accord, des efforts cognitifs. Parce qu'on part d'une certaine base. On a en quelque sorte notre structure interne, cérébrale, est plus ou moins constituée. Bien évidemment, elle est flexible, elle s'adapte, elle change. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Mais à la base, elle est quand même constituée. Il y a quand même une constitution. Alors que chez l'enfant de moins de 7 ans, de manière un peu plus commune et populaire, il absorbe son environnement. Il ne fait pas l'effort d'apprendre. Bien sûr, il y a certains efforts dans le sens psychomoteur, par exemple. Il apprend à marcher, il apprend à utiliser, à maîtriser en fait tous ses membres, son corps, son rapport à l'environnement, ainsi de suite. Ceci dit, la manière de parler, de s'exprimer et toutes les autres choses sont absorbées. L'enfant absorbe, donc lorsqu'un enfant est exposé à plusieurs langues dans le domaine familial, il apprend sans apprendre quelque part, il absorbe. Donc pour lui, il y a une certaine facilité d'apprentissage à cet âge-là. Donc, pour revenir à ce voyage, ce que je considère comme étant un voyage, que les langues sont quelque part des voyages dans lesquels nous pouvons explorer différentes facettes culturelles très intéressantes. En 6e, j'ai découvert l'anglais. Ça a été assez tard, je me souviens à l'époque, parce que j'avais pas fait ma scolarité, mon primaire en France, donc les Français au primaire étaient déjà exposés à l'anglais très brièvement à l'époque, chose à laquelle je n'étais pas exposée, donc on m'y a introduit directement en 6e, comme première langue étrangère. Et j'ai adoré. Ça a été, je dirais pas un déclic, mais quelque part un déclic. Pourquoi ? Parce que je considérais ça comme un jeu. D'autant plus que j'avais du retard par rapport aux autres, parce qu'ils avaient déjà découvert des notions. Vous savez, quand on apprend au primaire, alors maintenant on l'apprend beaucoup plus tôt, l'anglais, je pense. Mais à l'époque, c'était plutôt des notions, voilà, bonjour, je m'appelle un tel, après il y a peut-être les couleurs, les nombres, des choses comme ça, des choses très basiques, qu'on rattrape très vite par la suite, bien sûr. Et donc moi je considérais l'anglais comme un jeu, un voyage. Et ce que j'aimais beaucoup dans ce voyage-là, c'est que c'était comme un jeu intellectuel. Je voulais en savoir plus. Pourquoi on dit comme ci? Pourquoi on fait comme ça? Pourquoi ce mot est placé de telle manière? Tout simplement, c'était vraiment l'amour de pas tant la langue,
Si, il y avait la langue, mais il y avait aussi ce jeu intellectuel, ce nouvel apprentissage, en fait, intellectuel. Et en plus, en parlant cette langue-là, on peut être compris par d'autres personnes. J'ai trouvé ça fascinant. Donc, qu'est-ce que je faisais? Puisque les cours à l'école, au collège, ne suffisaient pas, n'étaient pas assez rapides pour moi, ça n'avançait pas assez vite, j'allais à la bibliothèque, donc j'allais toute seule à la bibliothèque, donc une des bibliothèques municipales, et je prenais les livres, donc les livres CD. En fait, il y avait des CD, donc des chansons en anglais, et accompagnées de leur traduction, ou alors parfois des livres audio, où on racontait les histoires, et en même temps, on pouvait les suivre en les lisant. Et j'utilisais donc ces audios-là, surtout au niveau de la musique, donc j'utilisais bien des musiques que j'aimais. Lorsqu'il n'y avait pas la traduction en anglais, la traduction des paroles, j'essayais moi-même de les traduire, de retrouver les paroles en anglais. Et puisque par exemple la musique, j'aimais vraiment la musique et que je voulais comprendre ce qu'on disait, je traduisais moi-même. Et c'est comme ça que l'apprentissage, de manière ludique, se faisait. Souvent maintenant, c'est ce qu'on emploie comme méthode. D'ailleurs, c'est une des méthodes les plus efficaces, puisque si vous parlez de l'histoire du royaume britannique aux enfants, pour pouvoir apprendre l'anglais ou alors étudier un texte littéraire en anglais, c'est inintéressant. Donc là, un des meilleurs moyens, c'est de pouvoir partir de leur environnement à eux. Donc en général, c'est la musique et de leur environnement culturel. Donc un certain type de musique, c'est encore mieux, qu'on sait qu'ils écoutent. On part de là, ou alors des films, ou alors des auteurs ou des personnages qu'ils affectionnent particulièrement. On part de là et on développe, on introduit des notions d'anglais, que ce soit le vocabulaire, la grammaire, et ainsi de suite. Donc puisque j'avais pas ça, moi à l'époque au collège, c'était très standard l'apprentissage, je le faisais moi-même, intuitivement, juste par intérêt. Parce que je voulais tout simplement comprendre les paroles, et pour moi c'était fascinant de pouvoir comprendre et chanter, et puis le traduire moi-même en fait. Donc voilà comment s'est fait le début de l'apprentissage en anglais. C'était un voyage intérieur. Donc je m'imaginais dans les personnages, je m'imaginais dans les chansons, je m'imaginais dans chaque chose que j'entreprenais en anglais. Et je pense que puisque l'environnement ne me permettait pas cela, puis j'étais pas suivie, mais que quelque part l'environnement me fournissait certaines ressources. Donc j'avais la chance donc d'être en France dans un certain endroit à une certaine époque. Donc à ce niveau-là, j'avais accès à des livres, j'avais accès à ce qu'on pourrait appeler la culture gratuite. Et bien que je l'ai fait moi-même et que tout enfant n'a pas cette capacité d'autonomie à vouloir apprendre par lui-même, néanmoins il existe l'environnement adéquat, les ressources adéquates qui sont à sa disposition là, et ça c'est une grande chance. C'est une énorme chance, d'autant plus que je venais d'un milieu qui n'offrait pas ce genre de ressources intellectuelles et culturelles. Ensuite, l'année d'après, vous savez, en 5e, je crois que ça commence en 5e, on pouvait choisir le latin et grec. Donc, on pouvait faire 5e, 4e, on s'inscrivait pour 5e, 4e latin et grec, et après, en option, on pouvait le garder pour la 3e au brevet, si ma mémoire est bonne. J'avais choisi le latin, et pareil, j'ai adoré, et le latin c'était pareil, c'était un jeu. C'était vraiment un jeu de pouvoir, c'est pas les conjugaisons en latin, mais en latin c'est les déclinaisons. Donc je me demandais pourquoi, c'était différent. Puis c'était un nouvel
un nouvel apprentissage. Donc finalement, chaque nouvel apprentissage était source de joie, d'enthousiasme chez moi. Et les langues ont fait partie de cela. C'était aussi un jeu parce que dans le latin, par exemple, il y avait aussi le principe de l'évolution de la langue. Et ça, c'était aussi très intéressant. C'est comme si, quelque part, on réapprenait le français à travers l'apprentissage du latin. Donc on réapprend, on renoue d'autres bases avec notre propre langue à partir d'une autre langue. Ça, je trouvais aussi fascinant. Il y avait également l'aspect culturel, parce que lorsqu'on étudie le latin au collège, et le grec, c'est la même chose, il y a tout l'aspect culturel et historique de la langue. On va vous raconter toutes les histoires des dieux, du mode de vie de l'époque, et ainsi de suite. Donc, c'est une richesse culturelle, en plus de la richesse linguistique. Les deux allaient de pair. Et aussi, on découvre les spécificités d'une langue. On se rend compte à quel point, parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas traduire, ou il y a des choses qui ne sont plus utilisées, par exemple des objets que l'on utilisait à l'époque, donc que l'on nommait par un certain vocabulaire, mais qu'on n'utilise plus aujourd'hui parce qu'il n'y a plus l'utilité de l'objet. Et j'ai trouvé aussi ça fascinant, que les mots sont utiles de par l'utilité, soit des objets ou des concepts qu'on utilise. Pareil pour traduire un concept ou une vision d'une langue à l'autre, mais parfois, je me souviens que de traduire de l'arabe au français, le mot n'existait pas. Le mot n'existait pas. Et c'était fascinant parce que je me disais quelque part, c'est la vision, ou c'est le mode de vie, donc le mode de vie et la vision de ce peuple qui s'est développé, donc qui a nommé soit l'objet, soit le concept, qui est propre à lui. Et peut-être que ce concept n'existe pas, en tout cas il n'est pas traductible en un seul mot, il faut pouvoir le décrire pour pouvoir le transmettre dans une autre langue. Autrement, notre interlocuteur ne pourrait pas comprendre. J'ai trouvé ça aussi fascinant. Fascinant. À l'époque, je ne comprenais pas vraiment. C'était plutôt, je comprenais pas vraiment la profondeur en fait de cet apprentissage. Je le voyais plus comme étant une richesse personnelle. C'était réellement une richesse personnelle parce que je pouvais m'adapter dans tous les environnements et j'arrivais à comprendre les environnements en fonction de la langue parlée. On retrouve d'ailleurs le deuxième point que j'ai souligné, d'ailleurs il découle du premier, c'est le fait, je l'ai souligné un petit peu auparavant, c'est le fait de mieux comprendre sa langue, ou ses langues, de départ, en apprenant d'autres langues. Donc, ça, je m'en suis rendu compte grâce à l'apprentissage de l'espagnol. C'est venu un petit peu plus tard. Alors, l'espagnol, je ne parle pas de l'espagnol qu'on apprend à l'école. Je parle, du vrai espagnol lorsqu'on veut l'approfondir. L'espagnol en tant que langue vivante. J'ai eu des bonnes bases, disons, scolaires, mais qui ne sont pas suffisantes si l'on veut aller un peu plus en profondeur. En tout cas, dans le système scolaire dans lequel j'ai baigné, qui a la réputation d'ailleurs de ne pas être un bon vecteur d'apprentissage des langues. Les Français, Espagnols, Italiens, les pays latins, entre guillemets, disons de l'Europe de l'Ouest, n'ont pas bonne réputation quant à l'apprentissage des langues. Pourquoi ? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Un des facteurs, je pense, est
l'éducation, en termes d'instruction, de transmission de cette langue-là. Du moins des méthodes de transmission. En ce qui concerne l'espagnol, comment je me suis rendu compte que j'apprenais mieux le français grâce à l'espagnol, tout simplement lorsque je l'ai appris en profondeur, parce que j'avais fait une année, j'ai étudié en Espagne, à l'université, avec des Espagnols, donc dans un cursus normal, pas pour étrangers, mais dans un cursus, disons, standard avec les Espagnols. Donc, vous vous rendez compte que il fallait quand même maîtriser la langue, parce qu'il y a non seulement la difficulté de la filière, comme toute filière universitaire, additionnée à la difficulté de la langue, du fait que ça ne soit pas notre langue. Donc il y avait deux difficultés qui s'accumulaient, en plus du fait que ce n'est pas notre pays, c'est pas la culture, c'est pas les manières de faire, et ainsi de suite. C'était une très 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 bel apprentissage, très enrichissant, qui était néanmoins difficile au départ. Donc forcément, cette difficulté-là, une fois qu'on la traverse, on se rend compte de la richesse des apprentissages que l'on a pu développer parce qu'on est parti chercher des ressources que l'on ne serait pas allé chercher si l'on n'était pas confronté à cette difficulté-là. Donc en apprenant donc l'espagnol, enfin, en l'approfondissant à côté, je me souviens donc à la fac en Espagne, pour avoir un peu d'argent de poche, je donnais des cours d'anglais. En fait, je faisais plusieurs choses par rapport à la langue. Non seulement je participais à des sortes, comment on pourrait appeler ça? Ça existe maintenant pas mal, mais des échanges linguistiques, c'est-à-dire qu'on se retrouve entre étudiants à un endroit, plutôt un café, restaurant, peu importe l'endroit, un endroit public, et on discute. On discute dans les langues que l'on veut apprendre. Donc par exemple, on peut se dire, bon là, ça va être une session anglais. Donc celui qui maîtrise l'anglais va plutôt jouer le rôle du prof avec celui qui veut l'apprendre. Pareil donc pour l'espagnol, je participais à ce genre de choses. Très peu, je l'ai fait. Je l'ai fait très peu, mais c'était très intéressant. Mais à côté de ça, je donnais des cours. Donc pour l'argent de poche, je donnais des cours de français pour ceux qui voulaient apprendre l'espagnol, donc à des étudiants. Donc pour donner des cours de français à des Espagnols, je me rendais compte qu'il fallait que je comprenne la manière dont était structurée leur langue pour pouvoir pallier aux erreurs éventuelles dans la langue française. Et c'était très intéressant parce qu'il y avait énormément d'éléments comparatifs. Et évidemment, ça existe dans d'autres langues. Par exemple, si je parle anglais, et bien évidemment je le fais toujours, parfois je vais le traduire. Donc il y a des expressions typiquement françaises ou alors des structures de phrases typiquement françaises que je vais retranscrire en anglais, traduire en anglais. Or en anglais, ça sonne pas anglais. Ça sonne pas anglais. Et de la même manière, vous rendez plus compte pour ceux qui maîtrisent uniquement le français par exemple. Lorsqu'une personne donc qui maîtrise d'autres langues étrangères, va vous traduire de sa langue le français, en français, va vous traduire un concept ou une demande en français. Vous savez que cette personne va utiliser sa langue pour pouvoir la traduire en français. Donc vous savez vous pouvez deviner en quelque sorte son niveau de maîtrise. Et lorsque je voulais encore plus approfondir l'espagnol de manière informelle et que je voulais la transmettre, je me suis rendu compte que j'apprenais énormément du français. Énormément du français, je dirais plus grammatical, au niveau de la structure, de comment est constituée la langue, qu'est-ce qu'on adopte plus en français. Par exemple, la voix passive, on l'adopte beaucoup moins, alors qu'en anglais, on l'adopte un peu plus facilement, la voix passive.
et ainsi de suite. Et je ne me serais peut-être pas confrontée à cela, à l'approfondissement de ma propre langue, si je n'avais pas voulu approfondir d'autres langues. Parce que forcément, il y a un phénomène de comparaison. On compare. Au début, quand on apprend, on compare. Voilà aussi, donc ça c'est le deuxième point que la langue, maîtriser d'autres langues, m'a appris. Maîtriser d'autres langues va renforcer votre langue maternelle, va renforcer la connaissance de votre langue maternelle. Et vous savez que j'ai fait le lien entre cela, entre la langue, mais aussi d'autres domaines. Plus vous allez vous intéresser à ce qui se passe ailleurs, mieux vous comprenez ce qui se passe chez vous. Plus vous allez vous intéresser à d'autres religions, c'est un exemple qu'on peut transférer aux langues, mieux vous êtes susceptible de comprendre d'une autre manière votre propre religion. Plus vous êtes amené à vous intéresser au mode de vie d'autrui, ou bien disons les parties culturelles générales d'autres pays ou d'autres cultures lointaines, plus vous allez comprendre la vôtre, mais d'une autre manière, vous allez la voir d'une autre manière, et ainsi de suite. Donc ça, pour moi, ça a été un peu plus, si on veut aller un peu plus en profondeur, au-delà de l'apprentissage de la langue maternelle, du renforcement de l'apprentissage de la langue maternelle, au-delà du fait que je comprenais mieux ma langue, j'ai pu étendre cette compréhension et me suis dit que finalement, c'est en apprenant d'ailleurs que l'on renforce ou que l'on voit les choses différemment qui viennent de chez soi, soit entre guillemets, c'est-à-dire de l'environnement socio-culturel de départ, puisque c'est celui dans lequel nous avons été conditionnés. Et donc ça permet pour les personnes, c'est pour ça que les voyages ou les intérêts autres, les intérêts interculturels ou les intérêts qui sont au-delà de son propre petit monde, donc plus on élargit ses horizons, plus on a une vision nuancée de son propre environnement de départ, socio-culturel de départ. C'est très intéressant. Troisième point. Alors le troisième point, vous en rendez bien compte. Je pense que ça c'est un des premiers qu'on pourrait souligner. Ce serait que l'apprentissage de langue étrangère, va favoriser de meilleures interactions avec les gens. Forcément, quand vous allez dans un autre pays, ou même lorsque vous êtes dans votre pays et vous êtes confronté à une personne qui ne parle pas votre langue, mais dont vous parlez la langue, eh bien, il y a une sorte de proximité qui se crée. Les gens sont contents, en général, lorsque vous parlez leur langue. Peut-être que ça vous est arrivé. En tout cas, moi, ça m'arrive assez fréquemment. Ça m'est arrivé encore plus lors de différents voyages et c'est très 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 intéressant à explorer en termes culturels. L'anglais moins. Vous savez quoi? L'anglais moins parce que les Anglais et les Américains, enfin les anglophones, vont s'attendre à ce que tout le monde parle anglais. Forcément, c'est beaucoup plus logique qu'on maîtrise plus l'anglais que je ne sais quelle langue de je ne sais où. Vous voyez, donc finalement, il y a moins de surprises à maîtriser l'anglais. Et puis l'anglais, c'est un peu comme elle est internationale, elle s'est énormément étendue. Elle n'est pas forcément très 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 attachée, même si elle l'est fondamentalement. Elle n'est pas forcément très très attachée à une culture en particulier. Mais ça, c'est un autre point. Alors que peut-être que l'arabe
ou le chinois ou le russe va être spécifiquement attaché à une certaine culture, un certain peuple, une certaine ethnie, si je puis dire. J'étais dans les Hautes-Alpes et un couple venait pour des renseignements sur, je sais pas moi, des randonnées à effectuer, donc on échangeait en anglais, etc. Ils parlaient correctement anglais et je les avais entendus parler espagnol. Et j'ai commencé à parler en espagnol. Bon, il fallait que je réactive mon espagnol, mais j'ai pu le réactiver au début, donc je commençais à parler en espagnol et j'ai senti comme une sorte de barrière qui s'effondrait. C'est-à-dire, les personnes étaient tellement contentes, ah, habla espagnol, et ils se sont, comment dire, il y a eu un rapprochement inéluctable dans la manière de converser, et puis une barrière qui est tombée. Par rapport à... C'est comme si j'étais des leurs, en fait. C'est comme si j'étais des leurs, et puis pour eux, c'était quelque chose de positif, c'est-à-dire que je m'intéresse à je m'intéresse à leur langue, donc je fais l'effort pour eux, je pose des questions aussi sur d'où ils viennent, leur accent, que voilà, enfin, plein de choses, et les gens sont vraiment, vraiment ravis, et une proximité se crée. Et d'autant plus que je le fais de manière naturelle, je ne le fais pas pour avoir cette proximité, c'est tout simplement parce que ça m'intéresse vraiment. De la même manière, bon ça c'est plusieurs anecdotes hein, qu'on peut avoir. Je pense que ceux qui vont par exemple dans les pays, imaginons peut-être asiatiques, des Européens. Si on prend des Européens qui vont dans des pays asiatiques ou dans des pays africains, et qui vont se mettre à parler, par exemple, les dialectes locaux. Ah, les personnes, mais ils vont être ravis, vont être tellement ravis. Parce que vous voyez, cette langue-là ou ces dialectes sont très très difficiles, beaucoup plus difficiles d'accès que l'anglais, par exemple, qui est partout. Sur Internet, partout. L'espagnol, enfin, les langues standards. Italien, portugais, peut-être maintenant russe, chinois. Mais par contre, si vous allez dans les petits endroits avec des dialectes spéciaux et que vous êtes étranger, les personnes vont beaucoup mieux vous accueillir lorsque vous parlez leur dialecte. Peut-être que vous avez eu cette expérience-là. En tout cas, c'est véridique. Et je fais le rapprochement avec, par exemple, imaginons des Français qui vont aller visiter le Maghreb et qui vont faire l'effort, par exemple, de vous parler un petit peu en arabe, en berbère, ça dépend de où vous êtes. On voit qu'il y a cet effort et donc, derrière l'effort, il y a un certain intérêt. Donc le fait de montrer de l'intérêt pour la culture d'autrui, la langue faisant partie de la culture, cela montre une certaine ouverture. Et donc on est mieux à même de bien accueillir une personne qui fait l'effort de se rapprocher, plutôt que d'imposer, entre guillemets, sa langue, ou de considérer que sa langue est universelle et que sa langue devrait être parlée. Exemple, pour certains, c'est l'anglais. Bon, venir directement vous parler en anglais. Bien qu'il y en a beaucoup maintenant qui respectent beaucoup et qui demandent Do you speak English? Je ne sais pas si c'est les Britanniques ou les Américains, peu importe. Mais il y en a beaucoup qui, au lieu de venir directement parler en anglais, vont vous demander est-ce que vous parlez d'abord cette langue-là. Les Français qui vont dans les pays coloniaux, dans leurs anciens pays coloniaux, en général, c'est rare qu'ils demandent « Est-ce que vous parlez français ?» Ils vont considérer que, vu que la France est votre ancienne colonie, alors vous êtes plus à même de parler français. C'est plus dans leur logique. Je l'ai constaté, ça. Bien évidemment, je généralise.
il y a toujours des exceptions, mais dans cette généralisation, ça démontre un certain état d'esprit. De l'autre côté, c'est la même chose pour, je parlais des Européens qui allaient dans d'autres pays. Par exemple, il y a une anecdote qui m'avait frappée et qui corrobore la proximité dont je parle, mais parfois, il y a des choses qui ne me plaisent pas forcément. Je vais vous expliquer. J'étais en Espagne, en sac à dos, dans un petit village perdu, et je devais rejoindre un autre endroit, et j'avais plusieurs options, soit prendre le bus, soit y aller à pied. Avec le bus, j'étais pas sûre d'y arriver, et j'étais pas sûre que le bus passait par cet endroit-là, donc je me suis dirigée vers l'arrêt de bus, et j'ai demandé mon chemin à des personnes. En Espagne, il y a la population immigrée, une des populations immigrées principales, ce sont les Marocains. Et donc je demandais à une femme marocaine où était situé tel endroit. Bien sûr, je lui ai parlé en espagnol. Où était situé tel endroit. Elle me dit « Ah si, bien sûr, tu peux prendre le bus, ça va te mettre 10-15 minutes. » Et je lui ai dit « Ah à pied, ça doit faire peut-être 1 heure ou quelque chose comme ça. » Je lui dis « Bon, ça va, 1 heure, c'est pas beaucoup, je vais y aller à pied. Je préfère y aller à pied. » Et elle insistait, elle disait « Mais non, pourquoi tu te casses la tête ? Tu peux prendre le bus directement, ça te dépose en 1/4 d'heure, au lieu de marcher et de te fatiguer. » Et je dis merci. Je vous ai juste posé la question si le bus allait à tel endroit. J'ai eu ma réponse. Maintenant, je préfère y aller à pied. Merci, au revoir. Il y a certaines personnes en fait qui projettent leurs besoins ou leur façon de faire sur vous. Et c'est ce qu'on appelle aussi une forme de contrôle, qui comprennent pas en fait qu'on puisse pas agir comme eux. C'est-à-dire pour eux marcher c'est pénible, donc on va te forcer à avoir la même vision qu'eux. Quand je dis forcer, c'est très implicite. Le fait d'insister, c'est une forme de forçage. Et donc je dis non merci, c'est bon, je vais marcher. Et après, de loin, il y avait je pense que ça devait être son mari, qui lui avait dit quelque chose, et elle lui répond en arabe. Ah, c'est bon, laisse-les. Ceux-là, ils aiment bien marcher. Ceux-là, ils aiment bien marcher. Elle répond en arabe. Donc ceux-là, c'est quoi ceux-là ? C'est peut-être elle me prenait pour une Espagnole, ou alors, comme j'avais la dégaine d'une ancienne hippie baroudeuse, avec gros sac à dos, et ainsi de suite. Bref, toute la panoplie de la personne, selon eux, perdue dans ce monde. Quand j'ai entendu ceux-là, ils aiment bien marcher, et en plus en arabe, donc dès lors que certaines personnes emploient leur langue natale pour pas que l'autre comprenne, c'est souvent pas forcément pour du bien. Et je me souviens que je me suis retournée et je lui ai répondu en arabe. Oui, tu as vu, ceux-là, ils aiment bien marcher, c'est pas comme vous. Un truc comme ça, je sais plus ce que j'ai répondu. Et je lui fais un salut en repartant. Et elle était choquée. 3 secondes de paralysie. Elle me regarde et elle dit « Ah, mais elle parle en arabe. Ah, ma sœur, je suis désolée. Je sais plus ce qu'elle avait dit, un truc comme ça. Et moi, j'étais déjà partie, j'avais pas le temps pour ces bêtises. Et voilà. Donc, par exemple, si je lui avais directement parlé en arabe, c'est quoi ? Je suis ta sœur ? Quoi, tu vas me faire un prix sur le kilo d'orange ? C'est quoi, en fait, la proximité là qui se crée ? Et je déteste ce genre de proximité, en fait. Autant j'aime bien la proximité sincère, autant cette forme de proximité qui implique que si tu n'es pas des leurs, tu es à l'extérieur, je dirais pas tu es un ennemi, mais ce qu'on pourrait définir comme une sorte de communautarisme. Donc tu es des nôtres, donc toi tu es ma sœur, l'autre je sais pas qui elle est,
D'autres, elles peuvent pas comprendre, ils sont pas comme nous. En gros, nous sommes mieux, nous sommes supérieurs, nous n'avons pas la même religion, nous n'avons pas la même culture, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Et ainsi de suite. Donc c'est le groupe, entre guillemets, ennemi pacifique. C'est l'ennemi pacifique. Tant qu'il n'y a pas de guerre enclenchée, ça va, mais ils sont différents de nous, et nous n'allons pas les traiter de la même manière que les membres de notre groupe. Ça, et c'est un autre sujet, mais c'était pour un exemple, une anecdote, pour pouvoir appuyer le fait que les langues permettent de meilleures interactions avec les personnes en général et créer une meilleure proximité. Ça, c'est clair et net, et je pense que c'est une des conséquences que l'on peut deviner le plus intuitivement possible. Alors, un autre point très intéressant, par contre, celui-là va s'appuyer un peu plus qui sont appuyés par des études en général neuropsychologiques. Alors, plus on parle de langue, plus on améliore ses capacités cognitives. Moi, au début, je ne l'avais pas forcément constaté. D'accord ? Forcément, quand on parle plusieurs langues, on ne peut pas se comparer à une personne qui n'en parle pas. On ne peut pas s'auto-comparer. Et on ne peut pas attribuer certaines capacités cognitives au fait de parler plusieurs langues. C'est très difficile de faire ça. On peut faire de grands rapprochements, mais c'est très difficile de faire ce genre d'études. Ce qui m'a mené à cette conclusion-là, notamment la conclusion selon laquelle plus on parle de langue, plus le cerveau a la capacité à en apprendre de nouvelles. Je suis partie de cela grâce à une rencontre que j'avais faite. C'était un Hongrois. C'était un Hongrois qui parlait 7 langues. Et à l'époque, je sais pas, on avait la vingtaine à peine. Donc lui, pareil, il parlait 7 langues et l'espagnol était soit sa 7e ou sa 8e, je sais plus. Et j'étais fascinée, c'était la première fois de ma vie que je rencontrais quelqu'un qui parlait autant de langues et à un âge aussi jeune. Et donc je lui posais plein de questions et puis lui il se demandait, il trouvait ça normal en fait. Apprendre des langues c'est très facile et plus tu en apprends, plus c'est facile d'en apprendre. Et je me souviens, il m'avait dit ça. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être vrai. Parce que... donc, je lui ai posé des questions sur la manière dont il apprend. Et il avait en plus ce don et cette intelligence de pouvoir s'auto-observer dans le processus d'apprentissage. Et il me disait que il arrivait à capter, je dis bien à capter, dans une première mesure, avant d'apprendre quoi que ce soit, donc par les sonorités, par la structure, mais surtout par les sonorités, donc par la version auditive, il capte les sonorités d'une part, et d'autre part, la structure. Il arrivait à capter les fondamentaux sous-jacents de cette langue-là. Et bien que son explication était assez complexe, j'arrivais à comprendre ce qu'il essayait de m'expliquer. C'est comme si dans son logiciel de langue, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il voyait donc la nouvelle langue qui arrive, sa structure, donc la structure de la nouvelle langue qu'il va apprendre, de quelle structure se rapproche le plus la langue qu'il connaît. Donc dans son logiciel, quelle est la structure la plus similaire à cette nouvelle langue. Et hop, lorsque ça match, tout le processus en fait de compréhension de la structure, il se rassemble et il ne reste plus qu'à pratiquer et puis apprendre de manière un peu plus profonde au niveau du vocabulaire. C'est surtout une question de vocabulaire souvent. Et une question de peaufiner un petit peu les contours de la structure spécifique
de la langue. J'ai trouvé ça fascinant, mais vraiment fascinant. Donc j'en ai conclu que plus on apprend de langue, plus le cerveau a la capacité d'apprendre de nouvelles langues. Bon, c'est lui qui me l'avait dit, et je trouvais ça tellement juste que je peux le rapprocher à beaucoup plus de choses dans la vie. Par exemple, le sport, ou disons les activités sportives. J'ai fait une vidéo, une des dernières vidéos, je ne sais plus laquelle est-ce, mais les dernières là que j'ai faites, c'est ce que le sport m'a appris. Et je fais le parallèle avec cet apprentissage de plus on est jeune, plus on multiplie les activités physiques, les types de sport, les types d'activités physiques et donc ce que ça implique au niveau psychomoteur, plus on a la capacité d'intégrer de nouveaux sports avec de nouvelles pratiques, de nouveaux mouvements et ainsi de suite. Parce que le corps, donc avec cette mémoire cellulaire, cette mémoire physique, va intégrer la nouvelle structure et il aura une palette de mouvements à son effigie intérieure qu'il va pouvoir utiliser pour ce nouveau sport. Quelqu'un qui n'a aucune palette diverse va être plutôt rigide pour l'apprentissage d'un nouveau sport, je ne sais pas à tel âge. Bien évidemment, c'est une généralité. Ceci dit, on peut observer que chez les enfants d'un certain âge, très jeunes, qui ont pratiqué d'innombrables sports divers, je dis bien divers et variés, qui se sont plus attelés à une vie, à une jeunesse de mouvement physique, vont être beaucoup plus à même à s'adapter à de nouveaux apprentissages psychomoteurs par la suite dans leur vie. Eh bien, c'est la même chose avec les langues. Je fais ce parallèle-là et je trouve ça fascinant, très intéressant. À savoir que cette personne, alors c'était un fils de diplomate, donc certains diraient que ça facilite la vie. Oui, c'est vrai, il avait passé 2 ans, je ne sais pas où en Chine, je ne sais combien d'années, je ne sais où, et ainsi de suite, donc forcément il apprenait par ses amis, par son cercle social, et surtout aussi par une capacité constante à se réadapter. Cette intuition, cette compréhension plutôt intuitive et puis par tâtonnement, elle se renforce par des études concrètes, donc qui sont issues de la neuropsychologie. Et ces études-là, donc on a voulu étudier l'impact du bilinguisme notamment. Imaginez-vous, toutes ces études-là, ça parle du bilinguisme. Donc imaginez-vous le fait de parler encore plus de langues. Bilingue, c'est 2 langues, donc polyglotte, personne polyglotte, c'est quelqu'un qui maîtrise plus de 2 langues. Donc j'imagine que l'impact est encore plus grand et renforcé lorsqu'on parle de polyglottisme plutôt que de bilinguisme. Donc j'ai trouvé qu'il y a quand même eu des études qui ont été menées et qui ont démontré des avantages non négligeables sur les compétences linguistiques des personnes, notamment concernant leur capacité cognitive. Donc le fait d'être bilingue a plus de chances d'entraîner une amélioration des fonctions, ce qu'on appelle des fonctions exécutives. Donc c'est notre capacité à planifier, à organiser, des plans, à organiser des actions dans un but précis. Et puis ensuite, à réajuster ces actions, à les mettre à jour en fonction de l'environnement, des différents stimuli qui nous entourent, des nouvelles données, on va dire, qui nous entourent. Donc c'est ça, les capacités, ça fait partie des capacités, des fonctions exécutives du cerveau. Ça améliore également la résolution de problèmes. C'est un peu dans le même ordre. On résout des problèmes de manière mentale d'abord. Ça améliore la flexibilité cognitive. C'est ce que j'appelais plutôt le réajustement. Quand on réajuste des actions, on réajuste des choses, on met à jour en fonction des données. Parce que certes, on a planifié au départ, mais on ne reste pas rigide en se disant peu importe ce qui se passe, il faut faire ça.
c'est quand même plus intelligent de se réadapter à des nouvelles informations, des nouvelles données, pour pouvoir atteindre le but. Et aussi des améliorations au niveau de la mémoire. Les études suggèrent que les personnes bilingues peuvent avoir un meilleur contrôle de l'attention et de la planification. C'est ce que je parle. Donc l'attention et la planification par rapport aux personnes qu'on appelle monolingues. Alors, je me suis appuyée sur deux études, les deux études que j'ai trouvées principales. Il y en a certainement d'autres. La première, c'est les conséquences cognitives du bilinguisme. Cette étude est disponible sur le site kern.info. Kern, c'est une plateforme qui publie des articles et des revues qui sont dans les ressources humaines et sociales. Voilà, donc c'est une plateforme accessible à tous. Dans cette étude-là, les conclusions de l'étude, c'est un peu le résumé que je vous donnais, c'est que on constate qu'il y a une amélioration des fonctions exécutives, c'est ce que je disais, la résolution de problèmes, la flexibilité, la mémoire. Et puis, ces études ont aussi montré que les personnes bilingues, elles ont tendance à exceller dans des tâches qui requièrent une attention sélective. Donc, une attention sélective, une inhibition cognitive. L'inhibition cognitive, c'est la capacité à filtrer des informations non pertinentes. Par exemple, quand vous êtes censé effectuer une tâche avec du bruit autour de vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous isoler mentalement, vous allez faire abstraction de tous les bruits parasites de fond pour vous concentrer sur votre tâche. C'est ça l'inhibition cognitive. C'est une capacité. Certains en sont capables plus que d'autres. Donc les personnes bilingues ont aussi tendance à exceller dans la planification et la flexibilité mentale. On peut conclure donc que le bilinguisme, entre guillemets encore plus, le polyglottisme, peut favoriser le développement de ces compétences cognitives en raison de la nécessité à gérer constamment deux langues, de passer de l'une à l'autre constamment. Alors ici, vous voyez que là, ça souligne le fait que ce que j'appelle le bilinguisme passif ou actif. Ici, il suppose, c'est l'hypothèse de départ que je peux voir, j'observe qu'il parle du fait qu'on passe d'une langue à une autre. Donc ça veut dire que ce bilinguisme est actif. Est-ce que vous savez parler une autre langue, mais vous ne la parlez pas, mais elle est en vous, mais elle n'est pas constamment effective, elle n'est pas constamment activée. C'est un peu comme le vélo, comme je disais. Vous savez faire du vélo, mais est-ce que vous en faites régulièrement? Ça va être différent d'une personne qui en fait régulièrement ou d'une autre personne qui sait qu'elle sait, mais qui ne le pratique pas. Donc ça, je pense que c'est différent. Le fait de non seulement maîtriser et pratiquer plusieurs langues, et en plus, le fait de maîtriser plusieurs langues, et en plus de les pratiquer régulièrement, de toutes les pratiquer régulièrement, c'est là que je pense que les améliorations cognitives vont être plus effectives et observables. La deuxième source, donc la deuxième étude, elle est issue de la revue Sciences Humaines, ça s'appelle « Le bilinguisme sculpte le cerveau ». En gros, cette étude-là, elle est un peu similaire à l'autre. Dans cette étude-là, on examine les effets du bilinguisme sur le cerveau et cette étude, elle met en évidence des différences qu'ils appellent structurales et fonctionnelles chez les personnes bilingues. Structurales et fonctionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cerveau a une structure, tout comme le corps physique a aussi une structure qui est faite par les os, par notre squelette. C'est un peu notre base, notre architecture de départ. De la même manière, le cerveau a aussi une sorte d'architecture de départ. Et ceux qui sont bilingues ont une certaine forme de structure. Ces structures-là,
elle est plus favorable à une meilleure connexion entre les régions du cerveau, ce qu'on appelle les régions cérébrales. Donc, chaque région va avoir sa fonction, et ainsi de suite. Donc, imaginez, vous êtes bilingue, encore plus si vous êtes polyglotte, le cerveau a été constitué, ou alors a changé, c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, il s'est modifié de telle sorte à ce que toutes les régions du cerveau soient plus connectées entre elles. Donc imaginez si les différentes régions de votre cerveau qui dirigent différentes choses en nous sont mieux connectées, ça va, intuitivement, on sait, ça va faciliter le traitement de l'information, ça va faciliter la résolution de problèmes, ça va faciliter l'adaptation, ça va faciliter tellement de choses. Votre cerveau, en gros, fonctionne de manière fluide sur toutes ses formes. C'est ce qu'on a constaté chez les personnes bilingues. J'ai trouvé ça aussi fascinant. Du fait que ça stimule, donc le bilinguisme, le fait de parler constamment 2 ou plusieurs langues, ça stimule la plasticité cérébrale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est la capacité du cerveau à se modifier et à s'adapter. Et oui, le cerveau aussi se modifie, on n'est pas figé, on est quand même capable d'apprendre de nouvelles choses, et le cerveau peut modifier sa structure de base en fonction des nouvelles informations et des nouveaux apprentissages, des nouvelles stimulations dont il a besoin pour pouvoir toujours évoluer. Et tout ça, ça peut bien évidemment avoir des avantages sur les capacités cognitives. Voilà, donc ces études-là, bien sûr, sont faites encore une fois sur le bilinguisme, donc je me dis sur une personne qui maîtrise plusieurs langues et qui les pratique régulièrement, on est presque sûr que sa capacité à résoudre les problèmes est supérieure, en tout cas ses améliorations cognitives et a plus de chances d'être supérieure qu'une personne dans son même environnement qui ne maîtrise pas plusieurs langues. Il y a des effets positifs sur les capacités cognitives, donc même si on le sait, là, ils ont pu quand même effectuer des études. D'ailleurs, je suis intéressée de savoir comment ces études ont été menées, parce que, bien évidemment, d'une personne à l'autre, cela change. Vous êtes conscient qu'une étude scientifique sur l'être humain, c'est jamais mathématique. Là, ce sont des tendances. On essaye de faire ressortir des tendances parce que c'est très difficile. Il y a beaucoup de facteurs, premièrement, chez l'être humain. Ces facteurs sont très difficilement quantifiables. Et puis moi, je pose aussi les questions de... on parle de bilinguisme, d'une personne polyglotte, mais on pose la question, mais quel est le niveau de maîtrise de la langue ? J'imagine que le fait de maîtriser une langue uniquement orale, de manière orale, ça ne va pas être la même chose qu'une personne qui aura étudié, je sais pas moi, une langue au niveau académique. Que l'autre va l'utiliser seulement dans un contexte de voyage informel, avec de l'argot. C'est vraiment la langue de tous les jours, la langue sociale, des interactions sociales. L'autre va plutôt l'utiliser dans un contexte, je ne sais pas moi, scientifique, professionnel, avec un vocabulaire et des tournures assez spécifiques dues à ce milieu. D'autres vont être plutôt journalistiques, politiques, et ainsi de suite. Donc je pense que les expériences individuelles, le niveau de maîtrise de la langue, parce qu'une langue englobe différents facteurs finalement. C'est quoi maîtriser une langue ? Ça soulève aussi cette question. C'est quoi maîtriser une langue ? Est-ce que le fait de pouvoir engager une discussion lambda avec quelqu'un, de manière informelle, fait que vous maîtrisiez aussi cette langue ? Ça renvoie même à la question, est-ce qu'on maîtrise sa propre langue ? Parce que personnellement, si on va un peu plus en profondeur,
je ne maîtrise pas à 100% le français. Il suffit que j'ouvre le dictionnaire et que je me rende compte qu'il y a énormément de mots que je ne connais pas, des tournures de phrases que je ne connais pas, peut-être même des tournures syntaxiques, orthographiques, et ainsi de suite, qui vont me faire confronter à une certaine réalité et à certains questionnements, notamment celui de est-ce que je maîtrise ou non cette langue et qu'est-ce que ça veut dire maîtriser une langue. Et tout ça donc me renvoie à justement une autre anecdote par rapport à la maîtrise de la langue. Je me posais la question des personnes illettrées, donc qui ne savent ni lire ni écrire, mais qui pourtant maîtrisent plusieurs langues. Ça existe, j'en ai rencontré, et j'en ai notamment rencontré la dernière que j'avais rencontrée, très parlante, c'est un ancien nomade sahraoui du désert, donc marocain, qui a dû changer de mode de vie du fait des changements, disons, climatiques, de la rareté de la nourriture, et donc qui a eu un impact direct sur son mode de vie, donc il s'est sédentarisé. Durant son parcours, alors puisque c'est un ancien nomade, il n'est par définition jamais allé à l'école. Pourtant, Madani maîtrise alors l'arabe, le sahraoui, le français, l'anglais, l'espagnol, peut-être même un peu l'italien. Très bien, bien sûr, il les maîtrise oralement, et on peut avoir des conversations très intéressantes avec lui, notamment en français, puisque c'était notre langue de dialogue. Et j'étais fascinée par cet homme et par sa capacité d'apprentissage. Et c'est là où je me suis dit que finalement, ça a remis en question la manière dont j'apprenais les choses. Bien sûr, je l'avais déjà remise en question avant, puisque je m'intéressais, quand je travaillais avec les enfants dans le milieu éducatif alternatif, on remettait beaucoup en question la manière d'apprendre. Donc, qu'est-ce qui était important? Est-ce que le contenu était plus important que le processus d'apprentissage en lui-même? Ça, c'était les questions qu'on pouvait se poser. Donc là, ça avait questionné directement, puisque je l'ai mis en pratique moi-même, comment est-ce que j'apprends une nouvelle langue ou comment est-ce que j'intègre un nouvel apprentissage. Et je me suis auto-observée. Par exemple, pour un nouveau mot, je le visualise alors de différentes manières. Je vais le visualiser avec le mot, donc c'est pour ça que je vais demander à ce que le mot soit épelé. J'ai besoin qu'il soit épelé, ensuite je le visualise et je vais le rattacher peut-être à une image ou à un son. Et je me dis, ah oui, j'ai quand même été quelque part formatée. Alors soit j'ai été formatée à l'école, parce qu'à l'école on apprenait en écrivant, ou soit c'est une tendance naturelle chez moi. Je sais pas, ou les deux. En tout cas, je me disais, mais en fait, il faut que j'arrive à me détacher du mot, enfin, de la manière d'écrire, donc de l'orthographe, et à pouvoir intégrer le son et le sens, à associer le son et le sens, parce que à l'époque, je voulais apprendre aussi d'autres dialectes. Elle m'a dit, attends, si tu apprends un dialecte, tu vas pas avoir le livre, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, avec la grammaire, le vocabulaire, la liste, et ainsi de suite. Je dis pas que c'est comme ça que j'apprends exclusivement, mais disons que ça fait partie de l'apprentissage quand je veux aller en profondeur. Mais je me suis dit, il faut quand même que je sois un peu plus capable de maîtriser les deux. C'est-à-dire si je me trouve dans un environnement où je n'ai pas accès à l'écriture, que je puisse retenir et apprendre de manière sonore, auditive. Donc le son et le sens. Il faut que j'associe le son et le sens.
plutôt que l'orthographe, le son et le sens. Et c'est là où je m'étais rendu compte, je me suis dit, en fait, finalement, il n'y a pas une manière d'apprendre. La preuve, cette personne-là, comme beaucoup d'autres, vont avoir une certaine plasticité cérébrale, du coup. Ils vont avoir une certaine structure cérébrale, puisque ils arrivent à résoudre des problématiques, ils arrivent à se concentrer, ils arrivent à énormément de choses, sans pour autant avoir maîtrisé cet aspect-là. Donc, cela veut dire que le cerveau s'adapte et que la manière d'apprendre n'est pas universelle. Bon, bien sûr, je le savais déjà avant, mais là, c'était des faits réels. Je pouvais me rattacher à ces exemples-là et corroborer ce que je pouvais admettre comme étant des intuitions, qui n'étaient peut-être pas suffisantes. Il fallait des exemples concrets, et ensuite appuyer sur des études, même si c'est très difficile de mener des études dans ce domaine-là, encore une fois. Donc voilà, par rapport aux améliorations cognitives qu'impliquent les polyglottes, qu'on retrouve chez les polyglottes en général. Je ne sais pas si je parle de la dernière partie. Là, la vidéo risque de prendre encore plus de temps. En fait, je voulais vous parler d'un dernier point que j'ai découvert, du fait, mais ça devrait prendre une vidéo entière, hein. En abordant l'origine des langues, au départ, je partais du fait qu'il existait 2 grands groupes de langues. Alors, c'est basé sur aucune recherche. C'était plutôt expérimental, intuitif. 2 groupes de langues. Il y avait les langues sonores. Sonores, quand je dis où il y a plus de voyelles. Et les langues plus grammaticales, où il y a la structure grammaticale qui compte plus. Et les langues sonores, je disais que c'était plus soit les langues africaines, les langues de certaines civilisations, disons, traditionnelles, plus traditionnelles, et la complexité mentale des Européens a favorisé la complexité linguistique. Voilà, je suis partie de cette hypothèse de départ, et j'ai trouvé un ouvrage très intéressant, mais je ne vais pas vous en parler ici, je vais juste le mentionner, qui s'intitule « Les racines bantoues du latin ». En gros, des études ont été menées par un chercheur qui s'est basé sur d'innombrables recherches lui-même et qui conclut toutes les langues européennes ont pour origine les langues africaines, à commencer par le latin qui a été un vecteur de transmission primordiale durant l'époque gréco-romaine. Mais je vais m'arrêter là parce que ça risque de prendre beaucoup plus de temps. Je vais peut-être mettre en description certaines références ou alors envisager de faire un autre podcast à ce sujet-là. Parce que du coup ça a ouvert d'autres portes et j'ai trouvé ça passionnant et je voulais aussi vous le partager puisque je ne vais partager que ce qui me passionne, autrement je ne vois pas l'intérêt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Ciao, à bientôt.